vous propose de passer à la maquette. Donc la maquette, ce qu'on appelle la maquette, c'est juste le document PDF que vous allez livrer à l'imprimeur. Ce qu'on va voir, c'est, première étape, pour moi, ça a été la calibration de l'écran. Comment je trie les images, quel format pour un bouquin de photos, qu'est-ce qu'il faut prendre finalement, carré, long, comment je mets en page, quelle démarche pour l'écriture, comment je m'y suis pris et comment j'ai fait évoluer le process d'écriture, la relecture, et on parlera un petit peu de ChatGPT et tous ces petits copains, voir un petit peu est-ce qu'ils peuvent nous aider ou est-ce qu'ils peuvent nous enterrer bientôt. Alors, j'ai commencé par la calibration de l'écran. C'est pas propre à l'écriture d'un livre, mais c'est propre à l'impression. Si on réfléchit un peu à la physique des choses, quand vous travaillez sur votre écran éteint, d'abord l'écran est éteint, et vous prenez une feuille de papier blanc sur laquelle vous allez dessiner. D'un côté, vous avez un écran, il est noir, éteint. D'un côté, vous avez un papier, il est blanc. Et il faudrait que les couleurs qui apparaissent sur l'écran qui est noir apparaissent correctement sur un papier qui est blanc. Déjà, la physique du truc, c'est pas la même. D'un côté, vous avez du noir à la base, d'un autre côté, vous avez du blanc à la base. Vous avez une synthèse qui est additive côté écran, vous avez une synthèse qui est je ne sais plus quoi côté papier. Il ne sera jamais possible d'avoir exactement ce que vous avez à l'écran sur le papier. Tout simplement parce que les écrans, on met un meilleur gamut, une plage de restitution des couleurs plus importante que le papier. Mais le fait de calibrer tout ça va permettre de vous approcher le plus possible et d'éviter d'avoir une dominante de couleurs ou des couleurs qui seront trop sombres, trop claires, des mauvais contrastes et des dominantes de couleurs. Donc c'est pas spécifique à l'édition d'un livre, mais c'est spécifique dès le moment où vous faites du tirage. Il faut que l'écran soit calibré. Et même calibré, on n'aura jamais, ce que je vous disais, on n'aura jamais la même chose entre les couleurs écran et les couleurs papier. Le tri des images. Alors ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, on voyait une des tranches de vie, là, c'était la partie transhumance. Je suis arrivé en fin d'après-midi et je suis reparti le lendemain en milieu d'après-midi. Globalement, je suis resté plus d'une douzaine d'heures avec eux et je fais à peu près 100 photos par heure. Donc je suis revenu, j'avais environ 1000-1100 photos à trier. Vous dites, wow, 1000 photos à trier, c'est la folie. En fait, c'est pas la folie, ça se fait très bien. Avec la technique des petites étoiles, alors des fois on les voit, sous Windows on peut les voir, mais dans les logiciels de traitement on les a aussi. Pour ceux qui connaissent pas, je vous donne le déroulé vite fait, mais vous chercherez sur internet, vous verrez comment arriver à trier 1 millier de photos en, allez, 2-3 heures maximum. Globalement, vous récupérez toutes vos images, vous les importez dans votre logiciel, vous les mettez à 1 étoile. Vous leur affectez à toutes 1 étoile. Ensuite, toutes les photos qui sont ratées, vous enlevez l'étoile. Étape 3, vous allez resélectionner les photos à 1 étoile, donc vous ne verrez plus que à l'écran les photos qui sont marquées à 1 étoile. Toutes celles qui sont ratées, floues, mauvaises, ont disparu. Et là, vous commencez à sélectionner les photos qui pourraient avoir un intérêt. Il y en a certaines, les personnes ont les yeux fermés, ou manque de bol à tourner la tête, ou finalement, vous avez raté l'action, vous êtes trop tard, bon ben, celle-là, vous la laissez à 1 étoile, mais celle qui pourrait être intéressante, vous la passez à 2 étoiles. Une fois que vous êtes arrivé au bout de la sélection, vous affinez à nouveau. Donc vous sélectionnez maintenant toutes les photos qui sont à 2 étoiles, donc toutes celles qui sont à 1 n'apparaissent plus sous vos yeux, et petit à petit, en filtrant, vous vous retrouvez à la fin avec une cinquantaine, une soixantaine de photos. Si vous n'en avez pas assez, vous revenez un peu en arrière, vous en resélectionnez quelques-unes dans les étapes précédentes. Si vous en avez trop, vous êtes un peu plus exigeant, vous revenez un petit peu en arrière, et vous resélectionnez. Regardez là je vous l'explique en 1 minute, donc je peux comprendre que ce soit pas très compréhensible, mais regardez cette technique, elle est expliquée sur plein de sites sur internet ou des tutos YouTube, et vous allez voir que vous allez arriver à trier des photos d'un sujet très rapidement, mais vraiment très rapidement, et pouvoir se dire des photos que vous avez prises
au début de la session et des photos que vous avez prises quelques heures après, à la fin de la session, qui se ressemblent, au final, à la fin, vous allez les voir côte à côte, puisque vous avez sélectionné, et si elles étaient intéressantes, vous allez pouvoir les choisir. Ça marche très bien. Ah, format du livre. Ah, bon alors, un format de livre photo, selon vous, c'est quel format? C'est paysage, portrait, carré. Ouais, ça dépend. Paysage. En fait, je suis arrivé à cette étape-là en me disant bon, là, faut que je choisisse le format du livre parce que quand vous commencez la maquette, il faut tout de suite. Le premier truc qu'on vous demande de choisir, c'est quel format. Et ils disent portrait, paysage, portrait, paysage. Finalement, est-ce qu'il y a des conventions, est-ce qu'il y a des normes, est-ce qu'il y a des trucs à respecter, etc. Donc, j'étais à la bibliothèque de Toulouse sur un rayon de José Cabanis à la bibliothèque de Toulouse, sur un rayon qui doit faire peut-être 5 ou 6 mètres sur 3 étagères. Il y avait tous les formats possibles, mais tous, ils y étaient, tous. Des carrés, des petits, des grands, des rectangulaires, il y avait tout. Je me suis dit, ok, là-dessus, on fait ce qu'on veut. Et l'autre question que j'avais, c'était donc quelle taille, couverture cartonnée ou souple, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Ça dépend du budget, exactement. On va le voir tout à l'heure. Couleur au noir et blanc, est-ce qu'on peut mélanger? Ouais. Moi, au départ, je me disais, bon, alors, si je choisis couleur, c'est tout en couleur. Ou alors, c'est tout en noir et blanc. Non, en fait, vous faites ce que vous voulez. Techniquement, il n'y a pas de limite technique. Ok? Sachant que, évidemment, le noir et blanc, ça va coûter un petit peu moins cher que la couleur. Mais sinon, techniquement, ça leur pose aucun problème aux éditeurs d'imprimer un bouquin couleur et noir et blanc. Et il existe plein de livres où vous avez des photos couleur et noir et blanc sur la même page. Moi, je pensais qu'il y avait des conventions un peu à respecter. Oh non, pas du tout. Vous pouvez y aller, pas de problème. Donc, globalement, ce que je voulais vous dire sur la mise en page, c'est que les règles artistiques, c'est vos choix. C'est vraiment vos choix. Vous décidez de mettre les photos comme vous le voulez. Moi, je suis parti sur un format carré parce que je me suis dit, en horizontal ou en vertical, ça ira bien. Et puis, à la base, je m'étais dit, je pars sur un format 21 cm, comme ça je peux le sortir sur mon imprimante. Déjà, je peux voir un peu le rendu que ça fait sur ma petite imprimante, plutôt que de partir sur une grande feuille. Mais globalement, les règles artistiques, c'est vos choix. Il va y avoir des règles techniques à respecter. On le verra un petit peu plus tard. Des histoires de marge, des histoires de fond perdu, des histoires d'épaisseur du livre. La couverture doit avoir une certaine taille en fonction de l'épaisseur de votre livre. C'est l'imprimeur qui vous dira comment faire. Et est-ce que tu as un notion? J'ai tous les cas possibles. Au départ, j'étais parti sur une photo par page. Une droite, une gauche, une droite, une gauche. Et j'ai une amie qui est designeuse. Et elle m'a dit, en fait, oui, pourquoi pas, mais c'est lassant en fait. Donc il faut que tu varies. Il faut que tu varies pour surprendre un petit peu le lecteur. Donc là, je me retrouve à avoir des photos qui sont complètes sur les 2 pages, ou à mi-chemin entre une photo qui est à pleine page et plus un tiers de l'autre page, 2 photos, donc il y a tout. Plusieurs photos par page. D'accord. Si tu veux laisser du fond blanc, si tu veux une photo par page, si tu veux la mettre en tout petit au milieu d'une grande page, c'est du choix artistique, c'est pas du choix technique. Le choix technique, ça va être, je veux une photo qui soit sur mes 2 pages et qui couvre complètement les 2 pages. Ouais. Ok. Dans ce cas, la photo, quand tu vas la mettre en page, il va falloir qu'elle dépasse du bord de la feuille. Parce qu'au moment où ils vont couper ton papier, si jamais elle est trop au bord de la feuille, tu peux avoir un liseré blanc, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux avoir un liseré blanc très moche qui apparaît, et c'est pas bon. Donc quand tu fais une photo pleine page, il faut que ta photo elle soit légèrement plus grande pour déborder des côtés, pour qu'au moment où il coupe dans la photo et il coupe pas un bout de page blanche. Là, je vous ai mis un petit QR code, c'est Copy Media, c'est un imprimeur que je suis allé voir, sur lequel son site, il y a beaucoup d'explications qui sont simples à prendre en main. Donc c'est pas mal comme base de départ, et ça va faire partie de toutes les questions qu'on va vous poser au moment où vous arrivez à l'impression. Ben voilà, justement, quel logiciel? Alors, il y en a pas des centaines et des milliers. Moi j'ai trouvé en open source un truc qui s'appelle Scribus. L'avantage c'est qu'il est open source.
L'inconvénient, c'est que la prise en main, elle est très très compliquée. Globalement, j'ai bataillé pour juste mettre un titre en police 23. Voilà, je me suis dit, ok, là je bataille 5 minutes pour changer juste la police d'un titre, ça va pas le faire, quoi. Ça va vraiment pas le faire. De l'autre côté, il y a un logiciel qui s'appelle Affinity Publisher. Moi, je suis parti là-dessus. Vous trouvez, c'est une licence en one shot hein, à l'achat. En ce moment, elle est vendue 80 €. Si vous attendez les Black Friday, vous l'avez à 40 €. Et là, c'est quasiment donné. Sinon, vous avez la grosse machine Adobe InDesign. Donc concrètement, quand vous allez avoir les imprimeurs, eux, ils utilisent InDesign. Donc, ils vont vous donner les réglages pour InDesign, les réglages de tous les fonds perdus, les marges, les ceci, les cela. Ils vous donneront la config pour InDesign, à vous de transformer pour Affinity Publisher, mais c'est pas très très différent comme logiciel. InDesign est plus utilisé et on va dire il est plus performant. C'est très cher, non? C'est dans les 30. Ah ouais, InDesign, moi j'ai laissé tomber tout de suite. Je crois que c'est plus de 30 € par mois. Après, si vous avez les moyens ou si vous êtes dans une entreprise qui l'a, vous avez la suite. Si vous avez la suite Adobe, comme il faut dire, si vous avez la suite où il y a InDesign, il y a Premiere, il y a Adobe Acrobat, il y a tout, vous les avez quoi. Mais c'est le pack complet et il est à une 60aine d'euros par mois. Et je sais pas si 60 € c'est pas hors taxe. Word et Publisher, la suite Microsoft, ça passe pas. N'essayez pas, ça passe pas chez les imprimeurs. Ok, vous n'aurez pas toutes les options pour pouvoir envoyer votre maquette finale chez les imprimeurs. Il va vous manquer plein de réglages. Donc vous pouvez commencer avec Publisher pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout de la maquette. Votre imprimeur, il va vous donner des instructions pour correctement tailler vos pages, mais il y a quand même des règles de base à respecter pour tous. Les photos, minimum, quand vous allez les placer dans votre page, il faut que la résolution elle soit à peu près à 300 points par pouce. Ouais, c'est le minimum. Vous pouvez descendre un petit peu, mais si c'est un livre de photos, on va pas vous pardonner une qualité foireuse. Donc voilà, on écrit un livre de photos, on n'écrit pas un annuaire. Donc voilà. Les couleurs, l'espace colorimétrique pour la partie impression, c'est l'espace CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Les photos, quand on les regarde côté écran, elles sont dans un espace de couleur qui est RVB. Donc vous pouvez travailler en RVB, commencer votre maquette en RVB, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous envoyez à l'imprimeur, il faudra que vos photos elles soient converties dans le bon espace de couleur. Et ça, le logiciel de traitement d'image, Darktable ou alors Lightroom, ça, ils vous le font. Mais il faudra le faire. Sinon, l'imprimeur peut lui aussi le faire. Mais globalement, si vous ouvrez le capot de votre imprimante, vous allez avoir 4 couleurs, le jaune, le cyan, le magenta et le noir. Donc les imprimantes travaillent en jaune, cyan, magenta, noir, même chez les imprimeurs. Évidemment, vous prenez un format qui n'est pas compressé. Le format TIFF, c'est très bien. C'est très lourd, mais c'est très bien. Le JPEG, moi, c'est ce que j'utilise en ce moment pour la partie pré-production. D'accord, je suis en train de finir la maquette, donc ça me fait des petites photos. Ok, la résolution, c'est pas ouf. C'est pas grave. Pour l'instant, ça reste chez moi. Mais je sais que la veille de l'envoyer à l'imprimeur, il faudra que toutes les photos soient en 300 points par pouce, dans le bon espace de couleur et en TIFF. Donc globalement, vous allez envoyer un fichier qui va faire peut-être 800 mégas ou 900 mégas, ça dépend du nombre de photos que vous avez. Mais ça va être volumineux. C'est pas de problème. C'est géré. Moi, je suis parti sur une démarche de faire des photos et du texte. Texte qui accompagne les photos et photos qui accompagnent le texte. Et là, arrivé un moment où vous avez la page blanche, vous dites mais qu'est-ce que je vais raconter? C'était bien, mais je raconte quoi? Pour arriver à me dépatouiller au départ, j'ai commencé à taper directement dans Word, en disant bon ben j'écris l'histoire dans Word ou OpenOffice, prenez ce que vous voulez. Je galérais pas mal. Ensuite, je me suis dit bon ben directement dans Affinity Publisher, puisqu'après tout j'ai tout le texte, j'ai les photos, je tape directement dedans. Mais bon, il y a toujours un truc qui se passe pas bien. J'étais pas à l'aise, j'avais vraiment du mal à arriver à avancer vite.
Et finalement, la technique que j'ai trouvée, c'est papier-crayon. L'avantage du papier-crayon, c'est que vous vous installez n'importe où si vous avez une demi-heure. Vous écrivez sur un bout de papier. Et ensuite, sur le téléphone, vous avez une fonction qui vous permet de dicter. Ça fait dictaphone et ça écrit directement. Et je dictais pour pas perdre trop de temps à retaper tout ce que j'avais écrit à la main. Et franchement, en quelques minutes, j'avais des morceaux de texte qui se tenaient. Après, vous le mettez dans votre logiciel d'édition, vous corrigez les fautes, etc. Mais c'est ce que j'ai trouvé de plus finalement de plus efficace à la fin. Ça, c'est mon expérience. Peut-être vous êtes vachement à l'aise, vous tapez sans faire de fautes. Moi, je tape, je fais plein de fautes, c'est affreux. Bon, voilà. À vous de voir, mais 3 possibilités. Moi, j'aime bien la 3e, parce que un crayon, ça marche toujours, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de se brancher, du Wi-Fi, du truc. Partie relecture, s'il y a du texte, c'est conseillé de le faire relire par 7 personnes différentes. C'est conseillé. Je pense que j'irai pas jusque-là. Je sais que j'ai une étape qui va m'arriver dans pas longtemps, là, c'est une auto-relecture. C'est-à-dire que je vais reprendre le livre du début jusqu'à la fin, puisqu'il y a 9 reportages à l'intérieur. Et entre le premier reportage que j'ai écrit et le dernier reportage que j'ai écrit, c'est pas tout à fait la même consistance, la même suite, donc il va falloir redonner une cohérence à tout ça. Donc je sais que j'ai une phase de relecture déjà perso avant d'arriver à l'étape de j'envoie chez l'imprimeur. Les intelligences artificielles peuvent vous aider à ça. Elles peuvent de temps en temps vous trouver des fautes. De temps en temps, elles peuvent... ouais, ça peut aider. Ça peut aider. Par contre, ça fait pas tout. C'est-à-dire, vous dites à l'intelligence artificielle, eh, vas-y, écris-moi une histoire, je suis allé voir un agriculteur, machin. C'est nul. C'est nul. Vous avez l'impression de lire le 20 minutes, quoi, ou une dépêche AFP, il y a des mots pompeux. Alors vous avez beau lui dire, ne me mets pas des mots pompeux, en fait, c'est insipide. C'est du texte qui est vraiment sans valeur, quoi. Il n'y a aucune personnalité derrière. Donc, écrire un bouquin juste avec ChatGPT, on peut essayer, mais pour moi, le style sera vraiment mauvais, quoi. Par contre, c'est vraiment très intéressant pour proposer des reformulations de phrases. Vous avez démarré un chapitre, vous dites ça sonne pas bien, mais je sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc qui va pas. Vous prenez le chapitre, vous le mettez dedans, vous dites à ChatGPT ou n'importe lequel, qu'est-ce que tu comprends dans ce chapitre, et il va vous dire je comprends ci, ça, ça, ça. Soit plus critique, et on va dire ouais alors là vous avez utilisé l'imparfait, il aurait peut-être pas fallu le faire, là ce mot-là faudrait peut-être le changer par celui-là. Et c'est impressionnant, vous avez l'impression d'être avec quelqu'un qui vous dit non mais ça c'est pas terrible, change-le. Et fait des propositions et il va vous sortir des propositions. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de tout écrire avec, mais ça veut dire que sur les parties où vous êtes un peu léger, où vous trouvez un peu léger, où vous n'êtes pas satisfait, où vous dites ça, je sais pas comment les gens le prendraient, voilà. Je sais pas comment les gens le comprendraient. Et ben là, ça peut vous aider. Ça peut vraiment vous aider si vous avez personne sous la main pour lui dire, vas-y, relis mon texte là. L'avantage, c'est que ça se fatigue pas. Hein, la machine ne se fatigue pas. Donc c'est pas mal pour le syndrome de la page blanche quand vous êtes en galère de démarrage. Vous lui demandez, sors-moi trois introductions possibles et il vous sort 3 introductions possibles. Ça veut pas dire que vous allez copier-coller directement dans votre livre, ça veut dire que vous allez vous dire ah mais ça ouais tiens j'avais pas pensé, c'est pas mal, pourquoi pas. Et ça vous permet de démarrer. C'est vraiment pas mal. Et oui, donc après, n'hésitez pas à lui demander d'être très critique en disant n'aie pas peur de me froisser, parce que sinon, elle sera toujours d'accord avec vous, sera toujours gentille. C'est assez magique comme outil, mais il faut pas hésiter à les bousculer un peu.